Si on veut citer des théorèmes ou des méthodes marquants, pour l'Antiquité, j'aimerais bien citer le théorème de Pythagore. Alors je ne sais pas s'il y a besoin de le citer, c'est sur le triangle rectangle. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'angle droit. Alors qu'on a rendu de plus en plus abstrait, parce qu'au départ, c'est vraiment un vrai triangle rectangle et des vrais carrés qu'on construisait sur les côtés, sur les trois côtés. Et l'aire de l'un était la somme des deux aires des autres. Après, maintenant, on l'a généralisé dans des espaces très compliqués. De la Renaissance et de l'âge classique, je citerai plutôt le calcul infinitésimal qui a permis les découvertes de Newton, justement. D'ailleurs, lui a inventé son système de calcul infinitésimal qui était un peu compliqué à utiliser. Et donc, il y a eu deux systèmes en parallèle, celui de Newton et celui de Leibniz. Alors, Leibniz, c'est les différentiels. L'autre, il parlait de fluxion. Maintenant, on parle plutôt de dérivés. C'est ça qui a permis de montrer que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est une ellipse, dont un des foyers est le Soleil. Ça permet aussi de calculer des aires, ça permet de faire des tas de problèmes de physique, de résoudre des tas de problèmes de physique. L'âge classique, après, justement avec le calcul infinitésimal, est parti vraiment vers la découverte, et parfois on a trouvé des choses bizarres, par exemple des sommations étranges par Euler, et on a eu un besoin de rigueur. Alors au XIe siècle, ça a plutôt été un retour à la rigueur. Alors, on est parti un peu dans tous les sens. Alors, les grands génies comme Euler, ils partaient pas n'importe quoi, tout ce qu'ils ont fait était pertinent, mais d'autres gens pouvaient inventer des trucs un peu étonnants. Alors par exemple, Euler, quand il arrive à sommer des nombres de façon étonnante, par exemple, c'est la somme 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. jusqu'à l'infini. Alors Euler a un raisonnement pour trouver que ça vaut 1,5. Ce qui est tout étonnant parce qu'on n'ajoute que des nombres entiers, donc comment peut-on trouver 1,5? Alors lui, voilà sa méthode. Il dit, ce nombre a un sens, je l'appelle S. Alors il écrit S égale 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. Et il remarque que dans ce cas-là, S est égal à 1 moins S. Parce qu'on retrouve S dans le deuxième terme. Alors S égale 1 moins S, ça fait 2S égale 1, donc S égale 1,5. Ce qui est absolument étonnant. Alors évidemment, si on prend les premiers termes de 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, on trouve que 1 ou 0. C'est toujours 1 ou 0 suivant qu'on s'arrête à un nombre pair et un nombre impair. Donc effectivement, Euler aurait peut-être été capable de dire, je ne sais pas s'il l'a dit, là, si on trouve 1 et 0 une fois sur 2, c'est que ça fait 1,5. Je ne sais pas si Euler a osé dire des choses comme ça, mais il disait que ça fait 1,5. Et on a justifié, ce genre de raisonnement peut être justifié avec des façons de semer qui sont différentes que la façon de semer usuelle. C'est-à-dire, si effectivement on peut attribuer un sens à S égale 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 1, ça sera forcément 1,5. Et ça a été un peu justifié par un Italien je ne rappelle plus c'est Cesaro, avec des procédés de sommation. Je ne vais pas détailler parce que ça devient compliqué. Alors, il y a des choses plus étonnantes. C'est faire la somme des entiers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. Alors, il va, avec un procédé du même genre, il arrive à trouver que, si j'ai une bonne mémoire, c'est moins 1/12e. Après Cantor, on est arrivé à des tas de paradoxes qui sont difficiles à expliquer, mais il y en a un qui est très simple, c'est le paradoxe du barbier. C'est dans un village, il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier? Personne. Donc c'est une façon vulgarisée de décrire un paradoxe mathématique qui est qu'on ne peut pas parler de l'ensemble de tous les ensembles. Ouais, donc on a fabriqué l'axiome de la théorie des ensembles. C'est-à-dire un ensemble, a priori, c'est simple.
on met une collection d'objets ensemble, on appelle ça ensemble, on fait des calculs. Et en fait, non, on peut pas faire n'importe quoi, autrement on arrive à des paradoxes.